Voici, c'est un sujet que nous avons annoncé hier. Nous l'avons ouvert, un dossier auquel nous nous intéressons, l'univers des jeux, un univers où des chambardements interviennent tout bonnement. Ils sont plutôt fantaisistes. C'est ce que nous avons observé, c'est ce que notre enquête a révélé. Nous revenons ce matin dessus avec Mohamed Mara et Jacques Léo-Aleno qui ont porté ce dossier-là et qui le portent encore. Mara, ces précisions qui viennent se rajouter à ces informations d'hier, mais un petit rappel ne ferait pas de mal à nos auditeurs. Mohamed Mara. D'accord, un rappel peut-être en 60 secondes chrono. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, depuis le 28 janvier dernier, l'État a décidé de séparer les fonctions d'opérateur de la LONAGUI de ses anciennes fonctions de régulateur du secteur des jeux et paris. Ce qui est par principe une excellente chose. Vous ne pouvez pas être celui-là qui établit, en fait celui-là qui est chargé de veiller au respect des règles et en même temps être concurrent de ceux que vous êtes... de ceux à qui vous appliquez la régulation. La régulation, ce n'est pas possible. Maintenant, l'État a mis en place une autorité, d'accord, pour veiller à la régularisation, bon, pas seulement à la régularisation, mais, comment je vais l'appeler, à la régulation, justement, du secteur, ce qui est différent. Alors, sauf que cette autorité est arrivée, on y a mis à la tête un des protagonistes des problèmes de la LONAGUI. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et au moment où il a été nommé, il y avait encore des problèmes d'ailleurs en justice. Donc on s'est demandé qui à la présidence a fait en sorte de bypasser les procédures en cours. On n'est pas surpris d'apprendre que oui, au tribunal, presque tout est éteint et qu'il n'a pas été retenu dans les liens de la culpabilité. Forcément, quand vous nommez quelqu'un pendant qu'il y a une telle procédure en cours et qu'on sait que celui qui gère le secteur, notamment le général Amara Kamara, ne répond que devant le chef de l'État. Donc, par ricochet, donc, que le régulateur lui-même ne répond que devant le président de la République. À partir de ce moment-là, que voulez-vous que la justice fasse? Ça, c'était ma première observation. La seconde, aujourd'hui, c'est que le régulateur est en train de se comporter comme un éléphant, tout simplement dans un magasin de porcelaine. Il prend des dispositions, des mesures, et il ne discute pas. Il ne discute pas. Et les acteurs du jeu se plaignent parce que ils disent qu'ils ne les respectent pas. Et cela à la fois dans les missives, dans les courriers qu'on leur envoie, comme physiquement quand ils les rencontrent. Je vous ai raconté cette scène hier où il a osé quand même mettre dehors des personnes, des conseils juridiques de ces boîtes-là. Alors que carrément, alors que ce dont il fallait discuter, c'était justement la décision qui doit s'appliquer à tous, qui doit réglementer le secteur. On n'a pas compris cela. Aller jusqu'à menacer, on a également appris et dire il faut qu'on se respecte, et ainsi de suite, en des termes parfois peu amènes. L'un des directeurs généraux de l'une des sociétés de jeux, parce que simplement celui-là était en train d'envoyer un mail, parce que quand même pendant qu'ils sont là-bas pendant des heures, les gens doivent quand même faire fonctionner des entreprises, et lui-même d'ailleurs les interpelle, parce que les gens retarderaient dans le paiement des gains des parieurs, et lui il les retient là-bas. Le monsieur lui dit je suis simplement en train de valider un paiement. Donc il y a ces questions-là. Mais plus concrètement, allons à cette décision qui est tant contestée du 25 septembre. Sauf erreur de ma part, cette décision a été prise après leur passage déjà à l'Assemblée, comment je vais appeler ça, au CNT. Il vous souviendra que le CNT, qui avait vu que la RSE qui était fixée à 2% des gains obtenus par les sociétés de jeux et qui avait été haussée à 5%, avait été contestée, vous vous souvenez, par le CNT et biffée purement et simplement, la mesure annulée. À l'époque, on l'appelait Fonds d'appui à l'initiative présidentielle pour le développement local. Voilà ce qu'ils ont fait juste après le passage devant le CNT. Ils ont biffé ce nom pour le remplacer désormais par un autre nom qu'on appelle Fonds d'appui au développement social. C'est-à-dire que de Sogui Trans, on est avec Sotragui. Sauf que c'est la même entité. C'est exactement cela. D'accord. Voilà, c'est exactement cela. Mais attention, ils disent que c'est sûr, Djiba lisait hier la note technique d'ailleurs par laquelle ils apprenaient à l'ensemble du secteur qu'ils étaient en train de créer, plutôt qu'ils ont créé sur leur initiative ce fonds. Je vous ai dit que, sauf erreur de ma part, c'est illégal.
Ces fonds-là, ils ne peuvent pas les créer. À la limite, c'est par décret présidentiel que c'est créé. Les modes de financement fixés par ce décret. Et d'ailleurs, il faudrait aussi que ça passe devant le CNT. Mais je vous ai dit que déjà, les collectes ont commencé. Maintenant, je vous ai parlé hier des modes de financement de l'autorité justement de régulation du secteur des jeux et paris en Guinée. Je vous ai dit que contrairement à la HAC où c'est l'État qui subventionne, un régulateur comme l'ARJPA est financé essentiellement à partir des redevances. Donc 15% des masses de jeux. Maintenant, voilà, en lisant notamment la dernière décision, vous vous rendez compte de comment la carambouille a été savamment orchestrée. Et j'aimerais bien que tu fasses attention. Très bien. Parce que je vais faire une simulation. Et tu vas mieux comprendre comment ce système-là est en train d'être organisé. Et les seules personnes qui peuvent contrôler, c'est lui, le patron de l'ARJPA, et celui à qui il rend compte, notamment le secrétaire général de la présidence. D'accord. Et je le dis et je le redis. Dès le moment où il n'y a pas encore un décret qui ait créé ce fonds, qu'il est meublé, qui ait fixé les modalités justement de financement, si c'est un fonds d'initiative présidentielle, on sait d'où viendront les fonds. Sauf que là, on est en train de mettre en place un mécanisme pour pomper indûment de l'argent. Je vais vous expliquer quelque chose. D'abord pour la décision, je vous ai dit hier que c'était illégal parce qu'au titre de l'article 7 même du décret qui crée l'ARJPA, il est dit que que le directeur, je vous avais dit que le directeur de l'ARJPA n'a pas de pouvoir notamment de prendre des décisions à la place du conseil d'administration. Il n'y a pas encore de conseil d'administration. Il n'y a pas encore de conseil d'administration. Mohamed Mara, on va faire comme hier. On arrive au moment où les bonnes choses commencent. On va marquer cette pause pour ne pas perdre nos auditeurs et on va revenir sous les coups de 10 heures justement et on va poursuivre cette restitution d'enquête avec vous. Mohamed Mara et derrière vous Jacques Léoleneux, les chroniqueurs, relaieront justement leurs avis sur ce sujet. Continuez à réagir, dites-nous ce que vous pensez des sujets que nous évoquons. Aïssatou Sané sera avec nous à l'ouverture de la deuxième partie de cette émission. Aïssatou Sané, on se retrouve. Vous allez voir, c'est un dossier qui va vous donner du frisson, pas le bon. Mohamed Mara nous en dit plus tout à l'heure. Mara, on repart donc avec vous ce dossier sur les jeux de hasard. On a fait ce petit exercice, on n'en revient pas. Oui, c'est beaucoup d'argent. Sur le côté illégalité, parce qu'il faut d'abord que les gens comprennent que c'est en toute illégalité que ces mesures sont en train d'être prises. Dès le moment où la forme est biaisée en droit, le fond lui-même automatiquement est biaisé. Et puis vous avez quand même, comment on appelle cela, je vous ai dit hier que cette entité se comporte non pas en régulatrice, mais en régie, carrément, veut se comporter en régie. Sur son mode de financement, je vous donne l'exemple d'une seule société, dont je vais taire le nom. Mais cette société fait en moyenne 5 milliards par jour de recettes. D'accord? 5 milliards en moyenne de recettes. Alors, si on va là-dessus... Il faut préciser que nous savons qu'il y a des sociétés qui font bien plus que cela. Bien sûr. Mais nous allons sur un exemple type avec une pondération pour parler de 5 milliards d'ailleurs, les premiers responsables de ces sociétés m'ont dit qu'il y a des jours où ils font 7 milliards. Mais tu sais, parfois aussi, les gains à redistribuer parfois sont tellement élevés qu'ils sont obligés de puiser sur leurs propres gains des semaines, en fait des jours écoulés. Donc la moyenne est de 5 milliards jours. 5 milliards jours. Vous multipliez cela par allez-y. Vous multipliez cela par 30, vous êtes déjà à 150 milliards le mois. Par 12, donc par an, cette société engrange environ 1800 milliards. Il ne faut pas que le chiffre vous fasse peur. Ça fait un peu moins de 180 millions d'euros. Mais c'est quand même quelque chose. 1800 milliards. Oui, d'accord. 1800 milliards pour les ventes de cette société. Et quand vous prenez cela, vous avez le tiers qui doit être reversé aux parieurs. Ne l'oubliez pas. Soit environ 600 milliards. Donc, prenons la base de 600 milliards pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Déjà, je vous avais dit que par segment de jeu, cette même société paye
et doit payer combien de pourcents? Désormais, doit payer, on a dit, 1 milliard par segment, avec 4 segments, donc les SMS, le code USSD, l'application et puis le site web, ça vous fait 4 milliards. 4 milliards, quand vous prenez les 20%, vous êtes à 200 millions. Et dans 4 milliards, disons... Bon, ils feront le calcul. Voilà, on fera le calcul, 5%, pardon, vous êtes à 200 millions cash. Donc, multiplié par 4, vous avez 800 millions que cette société doit reverser au titre simplement de cette première partie-là. Vous êtes à 800 millions. Deuxième source de revenus. Et je vous ai dit que ce fonds est illégal. Il n'existe pas. Je vais vous donner tout à l'heure les références bancaires. Vous comprendrez que le fonds n'existe pas. Parce qu'elle est à Skybank, elle est notamment à Afriland First Bank, entre autres. Vous verrez tout à l'heure, le fonds n'existe pas. Donc, aucune existence légale. Mais deuxième source de revenus, quand vous prenez les 1800, donc vous les divisez environ, le tiers environ, c'est 600 milliards. 600 milliards, quand vous prenez ce qui va à ce fonds qui n'existe pas, pour cette société-là, vous êtes à 30 milliards. Vous êtes à 30 milliards. Tout simplement, vous êtes à 30 milliards. Et tout ça, vous les trouverez dans les articles 6 et 7 de la décision de monsieur le directeur général. D'accord. Vous imaginez un peu déjà, nous sommes où? 20%, on a dit dès le départ, qui donne les 800 milliards que l'entreprise doit déjà payer. 800 millions déjà que l'entreprise doit payer par an. Ensuite, les redevances. Vous avez 5%, donc des 600 millions, qui donnent 30, des 600 milliards qui donnent 30 milliards. Ça va à ce fonds qui n'existe pas. 5%. C'est le fameux fonds d'appui aux initiatives présidentielles pour le développement local. D'accord. Et après la sortie tonitruante du CNT, on a renommé. Mais ils n'ont pas renoncé au principe des 5%. En appliquant ces 5%, en tout cas selon cette décision du 25 septembre dernier, vous avez 30 milliards de francs guinéens pour ce second segment-là qui est pompé illégalement. Personne ne sait où ça va partir. Je vous l'ai dit, ça va sur des comptes privés dans les banques. En tout cas, dans les banques primaires, sur des comptes créés dans 3 banques primaires, pas à la BCRG. Deuxième mention. Donc, quand vous avez les 30 milliards, rien que à 5%, vous prenez les 30% réglementaires qui doivent être fixés pour le fonctionnement même de l'ARJPA, vous êtes à 90 milliards. Vous êtes à 90 milliards pour le fonctionnement de l'ARJPA. C'est les redevances qui doivent être versées directement à l'ARJPA. Vous êtes à 90 milliards. Les 15% de... Les fameux 15%. Ouais. Mais je vous l'ai encore dit hier, désormais ils disent, déjà ils perçoivent 5%, 30 milliards, ils perçoivent, comment on appelle ça, et 15%, 90 milliards, ce qui fait déjà 120 milliards. Comme ça, ça ne leur suffit pas. Ils disent désormais aux sociétés, vous nous versez aussi les 15% qui doivent aller au trésor. Parce que l'État a 35%. 15% pour le trésor, eux ils disent, vous nous les versez. Et 15% pour eux, ils les gardent également 90 milliards. Et puis, les fameux 5% pour le fonds qui n'existe pas, ça aussi c'est eux. 30 plus 90 plus 90, faites simplement le calcul. 90, vous êtes déjà 180. À combien? À 180 plus 30, vous êtes à 210 milliards. Comme ça, perçu comme ça. Mais les sociétés, on leur a dit, les impôts ont dit aux sociétés, si vous reversez là-bas vos 15%, ça c'est votre affaire. Parce que la LORF est claire là-dessus. Tout ce que vous devez à l'État doit être versé dans les livres. Et il y a une belle maxime en matière de fiscalité. On dit qui paye mal, paye double. Et c'est le principe. C'est bien connu. Donc, voyez ça déjà. Troisième source qu'ils ont trouvé pour siphonner, laissons tomber, pour grossir, disons simplement pour s'embellir. Pour s'embellir, les gains non reversés. Ça, c'est voilà l'autre côté encore scandaleux. Les gains reversés pour chaque vente par jour, et ainsi de suite, c'est généralement entre 5 et 10%. Ça varie. Ça oscille. Ça, quand vous prenez 5 à 10%, vous êtes en moyenne à 7,5%. 7,5% de combien de milliards? De 600 milliards. 7,5% de 600 milliards. Ce montant-là, il était dit,
et ça a toujours été la pratique, que c'était collecté notamment par la LONAGUI à l'époque. Et donc, normalement, désormais, puisque ce n'est plus la LONAGUI qui le fait, ça doit aller vers le trésor pour des œuvres sociales. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a créé, entre guillemets, un fonds fantôme, on leur dit les 7,5%, c'est-à-dire qui correspondent à la RSE désormais. Ça nous, non, pas la RSE, la RSE c'était 5%. On arrive à la RSE. Voilà, la RSE c'était 5%. Maintenant, on me dit quoi? Qu'est-ce que ça? Les gains non reversés, c'est 22,5 milliards pour le fonds qui n'existe pas et 9 milliards pour l'ARJPA. Vous savez pourquoi? Parce que la masse est de 45 milliards environ. Oui. Les 45 milliards, ils disent, bon, pour le fonds, on prend la moitié, 50%. La moitié, pour le fonds, qui n'existe pas, je continue encore de le dire, qui n'existe pas, 50%. Ça vous fait 22,5 milliards. Maintenant, ils disent 20% néanmoins de cela aussi, pour nous. Ça fait 9 milliards. En plus des 90 milliards, on prend encore 20%. Donc, on prend encore 9 milliards. Oui. Toujours pour eux. Toujours pour eux. Divisez ça par 12, vous allez comprendre le gâteau d'anniversaire. Multiplié par 12. Bon, si tu veux 9 milliards pour le gâteau d'anniversaire, parce que ça, c'est une fois l'an. D'accord? Le gâteau d'anniversaire. Oui, c'est le gâteau d'anniversaire. Donc, 9 milliards perçus comme ça. Quand vous additionnez les deux, vous êtes à 31,5 milliards. Qui, normalement, aurait dû aller directement aussi grossir, normalement, les gains des parieurs, parce que ça doit être reversé aux parieurs. Voilà pourquoi les cagnottes, chez nous, on continue de faire de la pub autour de « Ouais, on a gagné 1 milliard, on a gagné 4 milliards. » Et on fait des affiches, on met partout. Alors qu'il y a normalement une cagnotte de 31 milliards par an qui aurait dû être reversée. Donc, un super gagnant de l'année. Si vous prenez ces 31 milliards, vous l'ajoutez aux 5 milliards, un super gagnant quand même pourrait gagner environ 40 milliards en une fois. Je vous rappelle qu'aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des parieurs qui gagnent 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Ça, c'est le super cagnotte parce que ça n'a pas été reversé aux parieurs et donc on accumule jusqu'à ce que quelqu'un gagne ça. Mais pour le moment, vous êtes loin de gagner 50 milliards de francs guinéens parce que simplement, l'ARJPA aussi veut venir aussi pomper là-bas. Donc voici, récapitulons. Non, la fameuse RSE finalement. La RSE, maintenant on arrive à la RSE. Oui, parce que là c'est un autre... Parce que la RSE, à la différence des autres, est appliquée sur le chiffre réalisé par l'entreprise. Alors, c'est pas sur le bénéfice. La RSE, je veux dire que c'est 50%. C'est 5%. Quand vous la calculez, vous êtes à 30 milliards. Pour la seule société. Attention, je vous ai dit qu'il y en a plusieurs. Rien que dans les paris en ligne, vous avez 3 plus la LONAGUI, vous avez 4 sociétés. Mais pour cette seule société dont on a vu les chiffres, elle seule, c'est 30 milliards en RSE. C'est 30 milliards sur 600 milliards. C'est 30 milliards où ça va, on dit que ça va désormais vers ce fonds. C'est-à-dire que ce n'est plus une RSE, mais la RSE est reconvertie pour fonds de renflouement d'une caisse noire côté présidence. En effet. C'est ça, en fait, ce qui est en train de se passer. Et quand vous prenez cela, vous prenez les gains aussi de l'ARJPA, donc 30 plus 22,5, vous êtes à 53,5 de perçus. Milliards. 53,5%. Pardon, 53,5 milliards pour une seule société, perçus comme ça, si on les laisse faire, par société. Si vous allez à 4, imaginez, vous serez au moins aux alentours de 20 millions de dollars. Ça va construire combien de salles de classe? Illégal surtout. Illégal, mais ça va. C'est illégal. Le problème, il n'y a aucune traçabilité. C'est illégal. Le législateur a dit, on n'est pas d'accord avec ça de cette façon. J'ai fait un petit exercice. Supposons 1080 salles, 1080 écoles. Vous savez, le ministère de Guillaume a 1080 écoles hangars. Supposez 1080 écoles hangars. Et vous vous dites, chaque école à l'intérieur va vous coûter 300 millions. C'est-à-dire qu'avec 2 sociétés de ce type, ces montants-là sont capables de réaliser ce travail-là. Avec exclusivement 2 sociétés. Malheureusement, ça se fait très indûment. C'est très, très illégal. Il faut que nos auditeurs comprennent, il faut que les Guinéens comprennent ce qui est en train de se passer au niveau des jeux. La RSE appartient aux entreprises Mohamed Mara. Ouais. Et ça, il faut le dire. Ça développe le capital sympathique. Et la résultante, ce sont des performances économiques pour les entreprises.
Et ça, il faut le dire à nos auditeurs pour qu'ils comprennent la gravité de ce que nous sommes en train de dire. Et vous savez, l'ARJPA gagnerait combien? Réglementairement, 99 milliards. Issa Kamara, paix à son âme, le ministre de la Justice CNDD, c'est ce qu'il disait quand il était stupéfait. Il regardait les gens, il dit Aïslan Alaï, ayez peur de Dieu. Ouais. C'est ça le problème de notre pays. Ouais. Rapidement. Oui, 152 milliards et demi qui vont directement à l'ARJPA parce que leur propre redevance, je vous l'ai dit, c'est 99 milliards plus les 53,5 milliards d'indûment perçus. Quand vous les additionnez, vous êtes à cette seule société-là déjà à 152,5 milliards. Faites une moyenne par 4 et vous savez, vous êtes à combien environ de perçus. Et je pense très honnêtement qu'il ne faut pas attendre que les gens volent pour aller auditer. Il faut poser des mécanismes en Guinée pour empêcher même les gens d'aller voter. Ce qui est en train de se passer, on a créé beaucoup de niches qui échappent pour le moment à toute législation parce que je rappelle que le cadre légal n'existe pas encore et que l'ARJPA n'a aucun pouvoir de créer des taxes, de créer des redevances par elle-même. Il faut le faire soit par la loi pour toutes les taxes et impôts d'ordre fiscal et le non fiscal par décret présidentiel. Mais je vous avais dit, peut-être que vous allez permettre que je termine par rapidement. Ça. Parce que je vais apporter cette petite preuve. Sans montrer d'abord comment on appelle ça, sans montrer les reçus de paiement, pour ne pas qu'on tombe quand même sur les sociétés, parce que dès que je vais donner les montants, ils vont savoir, ils vont aller leur tomber encore dessus, les représailles vont encore commencer. Mais je vous avais dit qu'il y avait 3 banques. Quand vous prenez le RIB, Skybank, Guinée SA, il commence par 0,12 et il se termine par le 109. Voilà le compte qui est là-bas, à Skybank. Alors, qui a déjà perçu. Qui a déjà perçu des paiements indus. Qui a déjà perçu déjà des paiements indus. Et la redevance est écrite clairement dans les libellés et dans les factures. C'est clairement écrit Fonds d'appui aux initiatives présidentielles pour le développement local. Pour le développement local. Ils mettent ici 2%. Ça, c'est pour les factures passées, mais ils rappellent dans leur dernière décision que ça sera désormais de 5%. 5%. Malgré la protestation du CNT. Ça, il faut interpeller le CNT. Malgré tout ce que vous leur avez dit et interdit en tant que législateur, ils ont sorti une note après, une décision après, pour dire aux sociétés, le fonds d'appui aux initiatives présidentielles pour le développement local, il est maintenu. Ça change de nom. Non, ça change de nom pour devenir le fonds d'appui au développement social, alors qu'on a l'autre fonds qui fonctionne très bien. Du développement social et de l'indigence. Et de l'indigence qui existe. Mais eux, ils ont changé de nom. Mais au lieu des 2%, messieurs les conseillers, ils sont allés à 5%. Emparez-vous de cette décision. Et il serait bon peut-être qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Donc j'ai dit, il y a un premier compte bancaire à Skybank, le deuxième compte bancaire, RIB Afriland First Bank Guinée SA, qui commence par le 021 et se termine par le 168. Ils savent de quoi je parle, il suffit de vérifier auprès de ces banques-là. Et en troisième? En troisième, je le cherche, RIB BNIG. Ah ouais, BNIG. Ça, c'est intéressant pour Tamba, qui commence par le 035 et se termine par le 593. Il a une enquête qui l'embête beaucoup là-bas. Là-bas, les gens ne desserrent pas vite les mâchoires. Très bien, très bien. Et mon cher Obi, je vais te donner la parole tout à l'heure, mais je veux qu'il y ait ce complément de Jacques là-dessus. Derrière, on commentera. Allez-y, Jacques. Je vais rappeler certains éléments qu'on a évoqués hier ici. Déjà, la régularité ou la légalité de la décision a été totalement remise en cause à travers les commentaires de Mohamed Mara. Maintenant, l'argument du côté de l'autorité, c'est de dire on a été érigé en autorité administrative indépendante. Sauf que hier, là également, on est allé chercher dans le compte-rendu du Conseil des ministres qui dit que l'autorité de régulation des services des jeux du hasard doit être érigée. Et je crois que pour être érigé, il faut quand même qu'on prenne un décret. Ce décret n'a pas encore été pris. Mais si, bien entendu, même s'il était pris, on a dit que ce serait illégal néanmoins. Mais déjà ça n'a pas été pris. En tout cas, si ça a été pris
qu'on le démontre d'ici la fin de la journée que le décret là existe. Donc, on peut donc préciser clairement les choses, que ce n'est pas pour le moment une autorité administrative indépendante. Maintenant, derrière, il faut aussi chercher bien à comprendre quel est le pouvoir d'une autorité administrative indépendante. Est-ce que c'est le Manitou qui peut décider de tout sans se référer à ce que dit la loi? Ce sont des questions quand même qui restent posées. On reviendra à la RSE. Parce que déjà, il y a quand même, si vous voyez les sanctions qui sont prévues, vous allez quand même vous rendre compte que finalement, la vie des exploitants dépend entièrement des humeurs de l'autorité. Lorsqu'un exploitant de jeux s'est rendu coupable d'un défaut ou retard de paiement ou de déclaration, l'ARS-JIPA peut prononcer à l'encontre de ce dernier une interdiction temporaire ou définitive d'exploitation de sa licence. Cette sanction est publiée dans la presse et sur le site de l'ARS-JIPA. Elle peut également faire l'objet d'un communiqué radiophonique ou télévisuel. Il y a le niveau D. Si l'exploitant n'a pas régularisé sa situation dans un délai de 60 jours à compter de la date de la suspension, le directeur général de l'ARS-JIPA peut retirer la licence accordée à l'exploitant et résilier le contrat d'exploitation le concernant. Le problème que ça pose, il a trouvé déjà que les licences avaient été accordées, n'est-ce pas, à toutes ces sociétés. Ça, c'est une décision. Ça, c'est une décision. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi, même pas le décret de création. Ce n'est pas le décret, c'est une décision. C'est une décision de l'ARS-JIPA, de l'autorité. C'est la décision de l'autorité. Et donc, du régulateur, quoi. Sois plus pédagogue. Les gens ont des licences de 10 ans en moyenne. De 10 ans qu'il a Lui, il trouvé. dit désormais, ça ne sera plus ça, mais c'est annuellement. Donc, là, il dit qu'il peut retirer ses licences. Lui. Qu'il peut retirer ses licences en partant non pas des clauses du contrat, mais de cette décision. Vous comprenez bien? Parce que si au moins, parce que j'imagine que chaque exploitant a signé des contrats en tenant compte des clauses bien définies avec la LONAGUI à l'époque. Donc si on arrive qu'on n'a pas remis en cause ces contrats-là. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas, parce que les contrats sont en cours, on ne peut pas les remettre en cause. Sauf si vous les renégociez. Et déjà, chaque contrat signé avec l'opérateur prévoit les conditions de résiliation. Les conditions de sa résiliation. C'est vrai. Donc, on ne peut pas prendre une décision qui va venir dire, bon, en tenant compte des nouvelles règles en la matière, on peut résilier selon ceci, selon cela, sans prendre en compte, n'est-ce pas, les contrats qui ont été signés avec les sociétés. Ça, c'est un problème. Sur les 200%. L'autre chose, oui, les retards de paiement. Les retards de paiement, là, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais 200%, donc déclaration entraînant l'application d'une majoration des droits redressés. Donc 200% en cas de manquement délibéré lorsque l'exploitant ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées. Et qui va constater cela? C'est toujours lui. C'est l'autorité. C'est toujours l'autorité. Voilà. 200% en cas de récidive dans les manquements, omissions et fraudes. 200% en cas de manœuvre frauduleuse lorsque l'exploitant recourt de manière intentionnelle à des procédés ou agissements de nature à frauder et à conduire en erreur l'ARS-JIPA dans le but d'obtenir des restitutions injustifiées. Ça va quand quelqu'un fraude, qu'est-ce qu'on fait? Les manœuvres frauduleuses, il y a un autre détail, Mara. Les manœuvres frauduleuses sont le résultat d'actes conscients ou volontaires destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes. Le problème, c'est que l'autorité elle-même dit il n'y a pas de monitoring. C'est-à-dire, vous n'avez rien qui vous permet de dire tel acte c'est une fraude ou tel acte est normal, tel acte est conforme. Avec quoi on va vérifier ça? Avec quel instrument on va vérifier que ça c'est une fraude, que ça ce n'est pas une fraude, ça c'est normal et ça c'est anormal. Ça c'est un autre problème. L'autre chose, puisqu'on a dit que à la LONAGUI à l'époque c'était fixé à la tête du client. Sauf que, et tu n'as pas cessé de nous le rappeler ici, c'était eux. Donc c'était eux. C'était eux. C'est-à-dire, il était là. Il était là. Il était là. Et il était celui-là. Et il était celui-là
qui s'occupait justement avec, qui fixait, qui conseillait sur ces règles. C'est le régulateur. Il était là. C'était lui. Il était là avec son actuel conseiller juridique. Ils étaient tous là. Qui était même le conseiller juridique de la LONAGUI. Donc voilà en quelque sorte le problème que toute cette décision pose. Je pense que nous en avons parlé. J'estime que du côté du CNT, on ne veut pas seulement se contenter de dénoncer, on veut avoir des réponses et éviter qu'on soit dans l'obligation de venir sanctionner, c'est pas moi, un détournement. Il va falloir, dès le départ, signaler des choses et les arrêter. Les arrêter pour apporter des corrections. Les arrêter pour pouvoir apporter des corrections. Nous revenons. On vous laisse la seconde pour digérer ceci. C'est pas digeste. Je suis... Non. Je suis très abattu. On se retrouve après ceci. Ce jeudi, sur Espace, Tonton Raïm et Sidi Mansaré reçoivent un membre de la maison. La célébrité, ça lui connaît déjà sur les scènes nationales et internationales. C'est une fierté nationale et il va vous faire éclater de rire. Raïm et Sidi Mansaré reçoivent un membre de la maison. La célébrité, ça lui connaît déjà sur les scènes nationales et internationales. C'est une fierté nationale et il va vous faire éclater de rire avec Tonton Raïm et Sidi. Et oui, c'est Baba Oumar dans Espace and Friends. Apprêtez-vous à vivre une soirée complètement déjantée avec Baba Ziguet. Espace and Friends, l'émission où l'amitié prime sur Espace. Avec Orange Guinée. Passe depuis plus de 15 ans. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Scandale, je pense qu'on est en droit de le dire. Nous posions la question, le retour de la carambouille. On se retrouve dans cette situation-là. Mais on ne réinvente pas la roue. Le Code général des impôts parle, définit un cheminement, un circuit. Mohamed Maha. J'ai retrouvé l'article 513, justement, du Code général des impôts. Parce que lui, vous l'avez suivi dans les médias en ligne, il dit qu'il s'est entendu avec le directeur national du Trésor. Sauf que l'article 513 du Code général des impôts dit ceci. La taxe sur les jeux de hasard, contrairement à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas de législation, la taxe sur les jeux de hasard est collectée et reversée par l'entreprise qui organise les jeux. La taxe sur les jeux de hasard est collectée et reversée par l'entreprise qui organise les jeux. Voyez ce que dit la LORF. D'accord? Voilà ce que dit la LORF. Ainsi, en matière de prélèvements fiscaux et non fiscaux, l'article 5 dispose, entre autres, ceci. Voilà. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature ne peuvent être déterminés, supprimés ou modifiés que par une loi de finances. Je pense que... Ne peuvent être, je dis bien, ne peuvent être déterminés. Il faut plutôt répéter. Supprimés. Répétez pour que tout le monde comprenne. Je dis l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature ne peuvent être déterminés, supprimés ou modifiés que par une loi de finances. Ils sont, sauf dispositions législatives, là aussi, sauf dispositions et non pas réglementaires, sauf dispositions législatives extrêmement contraires, valables des limites de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Bon. L'article 6. On aurait pu, Mara, tu vas poursuivre, on aurait pu penser que le régulateur, il ne connaît pas. Moi, je lui prête cette bonne foi. Mais voici ce que la loi dit. Termine rapidement. Non. Mara va terminer. On ne peut les déterminer, on ne peut les supprimer et on ne peut les modifier que par la loi. Et pas n'importe quelle loi, la loi de finances, des finances. Alors, l'article 6 dit ceci. Aucune recette non fiscale, là aussi je l'avais dit tout à l'heure, aucune recette non fiscale ne peut être établie
ou encaissée si elle n'a pas été au préalable autorisée par une loi ou un règlement. Alors, il est précisé ceci. La rémunération des services rendus et des produits cédés par l'État ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret pris sur proposition du ministre chargé des Finances et du ministre intéressé. Aujourd'hui, c'est qui le ministre des Finances? C'est M. Mamoudou Cissé apparemment. Leur produit est prévu et évalué en loi de finances. Là encore, je vous l'avais dit. Donc, les articles 5 et 6 seulement mettent fin à... En fait, démontrent à suffisance que cette décision est parfaitement illégale et là, sur toutes ces dispositions financières. Roby, je vais te donner la parole, mais encore cette légère patience. Tu as rencontré son conseiller, notre ami Momoya Silla. Pourquoi ne lui dit-il pas la vérité? Pourquoi défend-il cette carambouille? Et s'il l'avait fait? Mais je ne sais pas s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. Ce qui est sûr, dans les échanges que nous avons eus, il n'a pas dit que ça revenait à l'autorité de prendre cette décision. Il a seulement dit, bon, à l'absence d'une réglementation, il fallait prévoir quelque chose. Pourtant, elle existe, la réglementation. Mais si la loi existe. Si vous dites que vous allez prévoir quelque chose, que vous ne vous adossez pas à la loi, ça devient un problème. Très bien. Roby. Il peut pas réagir, Momoya. En Kissi, Momo, ça veut dire quoi? Et c'est Momoya. On a ajouté que c'est grave. Non, moi non, tu peux. Honnêtement, c'est toi qui as commencé la rigolade en nous parlant de digérer ça en la compte. C'est indigeste. C'est un scandale indigeste. Une autorité administrative indépendante, ça veut tout simplement dire que c'est une autorité administrative plus ou moins indépendante de l'exécutif. Mais cela se fait dans des règles de l'art. Et ces règles de l'art sont définies dans le décret que prend le président de la République. Un décret qui lui-même doit être légal. Légal. Et qui n'est même pas encore pris selon les informations. Donc franchement, c'est une institution qui est là. Mais même si on prend... Le décret n'est pas mon problème. Oui. Mon cher Roby, même si le décret est pris, cette disposition-là, on ne peut pas modifier les taxes, les impôts qu'on va percevoir si la loi ne le dit pas. Mais j'en viens. D'abord, la définition même... Dans la loi des finances, non, puisque c'est la loi des finances qui doit le faire, ils sont allés devant l'Assemblée qui a dit on rétoque ça. Oui. Et derrière, malgré... Donc l'opposition, ça n'a pas été retenu dans la loi des finances, ça a été retoqué par les conseillers, donc les députés. On persiste quand même. Et derrière, on change de nomenclature et non seulement on hisse ça à 5%, mais on dit aux gens, à partir du 1er octobre, c'est opposable, vous allez payer. Roby. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que cette autorité a un parrainage à un certain niveau, parce que vous ne pouvez pas quand même vous permettre de passer dans de telles carambouilles sans avoir une supposition, un support quelque part. On dit bien qu'elle est indépendante de l'exécutif. Mais on voit bien que c'est l'exécutif qui soutient cette autorité. Parce que tout simplement, le fiscal n'arrive pas à faire son travail. Moi, j'ai envie de dire au président... Moi, j'ai envie de dire au président... Oui. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour ça. Absolument. Monsieur le Président. Absolument. Et c'est pas ce qu'ils nous ont dit. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Quand il y a ça, mais tu dis quoi encore? Mais tu sais, je vais te raconter une maxime. Tu sais, quand on était gosse, quand on avait 5, 6, 7 ans, tu sais, ça commence toujours comme ça. Tu commences à fouiller le portefeuille de maman et tu commences par prendre 1 franc. Et elle ne se rend pas compte. Toi, tu connais, hein? Je dis une maxime. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, en partant à l'école, le soir, tu viens, tu fouilles, tu prends 50 francs. Elle ne se rend pas compte. Tu dis, ah, c'est possible, après-demain, peut-être je peux aller 60. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont allés de 2 à 5. De 2 à 5, ils diront. Parce que le régulateur qui est là est un régulateur illégal. Non seulement illégal, mais qui n'a même pas les outils de son travail. Et qui, en plus, est parrainé. Donc, à un moment donné, je pense que le fiscal... Mais son conseil était le protagoniste. Ben oui. Passé à la loi. Oui, donc le fiscal fait difficilement son travail. Et à partir du moment où le fiscal fait difficilement son travail, vous vous rendrez compte bien que le vol va de crescendo. Et encore pour enchaîner et pour juste terminer très rapidement, je veux bien comprendre que le président de la République, dans sa volonté de lutter contre la corruption, la gabegie, etc., a mis des instruments en place pour lutter contre ça. Mais sauf que
dans la règle. Tu te leurres. Non, sauf. Non, justement, Pardon, je il veux va terminer. Sauf que dans la règle, c'est quoi? C'est que lorsque vous mettez des instruments fiscaux pour lutter contre la corruption, la gabegie et le vol, vous vous rendrez bien compte que les voleurs et autres vont dans la perfection du vol. Et donc, ce sont des systèmes qu'il faut revoir, les remettre à jour. Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'ils ont la possibilité de contournement. Et le contournement fait en sorte qu'ils sont à l'aise dans ce qu'ils font. Et je veux bien dire qu'ils ne le font pas seuls. Je ne peux pas croire que lui, là, il fait ça seul. Non, il ne peut pas le faire seul. Mohamed Ali, c'est ce qui m'amène à toi. Deux premières observations. Premièrement, on crée à l'argent de l'État un nouveau circuit. Oui, on se le permet. C'est ça le contournement. Mais ce qui me fait mal au-delà de ces aspects de violation sur la loi, ce qui me fait mal aussi, c'est que le guichet unique, Alpha Condé, on peut tout lui reprocher, mais on payait au trésor. C'est le deuxième cas que je peux évoquer sous le CNRD. C'est l'unicité des caisses. Où on a créé des comptes en banque primaire pour percevoir l'argent de l'État et donc le soustraire au circuit régulier que nous avons convenu pour l'État. Sauf que la seule caisse de Alpha avait commencé par avoir beaucoup de trous. Allez-y. Ouais. Les sociaux Cyber l'a fait. Oui, mais elle était trouée. c'était traçable. Oui, mais il y avait beaucoup de trous Au moins, finalement. c'était traçable. On savait au moins que ça entrait. Oui. Mais ça ressortait par plusieurs persières. Vous savez, les sociaux disent qu'Afalama Singena Manyene. Sinon après, Adongewe Manende Fambar Dangi. On ne dit plus le nom. C'est la même chose en fait. Vous l'avez dit, c'est pas une première fois. Vous voyez ce qui se passe? Ce sont les conséquences du pouvoir des jeunes au pouvoir pour ceux qui le réclament. Voici l'une des conséquences. Les amis de Roubi sont venus insuffler un sang neuf à la nouvelle forme de corruption et l'ont perfectionné de façon brutale et devant tout le monde en fait en réalité. C'est même un peu arrogant. C'est flagrant ça. C'est brutal, c'est flagrant parce que c'est jeune. En fait, on est confiant de quelque chose pour pouvoir le faire de cette manière-là. Ça me rappelle cette parole d'un homme politique qui me dit le pouvoir en Guinée c'est trop doux. Vous gagnez tout, vous ne foutez rien et personne ne vous demande des comptes. Moi je pense que l'une des choses qui a manqué et ce que j'ai jamais observé dans le pouvoir du CNRD depuis le 5 septembre 2021, c'est cette volonté dans les faits. Je dis pas dans les discours, Je dis pas dans les discours, je dis pas dans les explications, dans les faits. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu qu'on ait mis en place pour lutter contre la corruption. Il y a quand même depuis la le 5 septembre. que je veux interpeller. Non, je vais en venir. En fait, la CRIEF, j'ai mon opinion. La CRIEF, attendez, on a trouvé une agence. Vous savez la première. Attendez. Laissez-le terminer. Vous allez être étonné de savoir que l'agence de lutte contre la corruption est la première institution de la République qui est corrompue sur la liste. Vous savez, c'est la première. L'agence de la lutte contre la corruption est la première institution corrompue. Donc rien n'a été fait dans ce sens-là. Bien sûr, bien évidemment, vous le savez, vous voulez me provoquer simplement. Allons-y sur la CRIEF par exemple. Moi j'ai mon opinion là-dessus parce que la CRIEF, tout le monde sait aujourd'hui, même si vous demandez à ma grand-mère au village là-bas, elle sait dire CRIEF parce qu'elle entend à la télé, mais vous le dites, elle dit c'est la justice contre les anciens dirigeants d'Alpha Condé, tout simplement, en fait, parce que c'est leur procès qui se passe là-bas. Et ce qui se passe à la CRIEF, c'est grave, hein. Ali Touré, permettez-moi la parenthèse sur lui. Ali Touré doit non seulement aller à la formation, mais avant d'aller à la formation, il doit d'abord être jugé et partir en prison pour dilapidation du fonds public. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est notre argent qu'il est en train d'y mettre dedans. Parce que c'est pas son argent. Il ne réussit absolument rien du tout. C'est lui le procureur, c'est lui qui décide. C'est pas l'administrateur de la Cour. C'est pas lui l'administrateur. C'est pas lui l'administrateur, mais il est le procureur principal. Il a de l'argent à sa disposition. C'est lui qui décide qu'on va aller à la CEDEAO. Moi, j'ai pas été convoqué. C'est lui qui décide qu'on ne le libère pas, on va mettre tel moyen. Oui. Ali, c'est pas l'administration de la CRIEF. Je parle pas de l'administration, je parle de la CRIEF. Ça, c'est mon avis sur la CRIEF pour dire que c'est par contre une institution qui mérite d'être gardée. Et le ministre des Injonctions. Oui. Le ministre des Injonctions. Vous allez parasiter. Vous allez parasiter ce que je suis en train de dire. On peut nous confronter si on veut, mais on a des éléments, on a mis sur la place publique. On attend quand même une réaction de la part de l'État. Ça fait combien de temps vous n'entendez plus d'injonction? Si nous volons tous. Ça fait combien de temps vous n'entendez plus d'injonction? Injonction de poursuite. Ça fait combien de temps? Ah bah oui. Une très bonne question. Vous n'entendez plus rien. Parce qu'en fait, lui-même, il s'est rendu compte que ce n'est plus possible en fait. En fait, c'est une sorte de...
permettez que je garde mes mots sur Charles Wright pour une prochaine fois. Mais laissez tomber parce qu'il n'y arrivera plus en fait. Laissez-moi terminer juste ce que je suis en train de dire sur ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, je ne vois aucun élément de lutte contre la corruption dans ces faits. Une dernière chose que j'ai envie de dire sur cette situation de corruption endémique mais flagrant devant tout le monde et qui démontre effectivement le pouvoir du CNRD finalement. Je dis, il y a quelque chose qu'on doit accepter et une autre qu'on doit refuser. Ce qu'on doit garder des acquis du CNRD, c'est la CRIEF, mais changer son mode de fonctionnement. Parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui vont tôt ou tard passer devant la CRIEF. Donc le pouvoir qui va venir doit pouvoir faire fonctionner la CRIEF conformément aux attentes des citoyens. Il y a une chose qu'on doit carrément refuser. Non mais tout le monde doit refuser cela. C'est ce qui s'est passé à Bamako. Il faut refuser que ceux qui dirigent aujourd'hui votent une loi d'amnistie contre pour eux. En fait, ceux qui ont géré, qu'on dise à l'Assemblée, bah vous étiez du CNRD, vous avez géré. Je pense que ça n'arrivera pas. Ça va, ils vont tenter de le faire. J'ai des idées, j'ai des informations, ils vont tenter de le faire. Ils vont tenter de voter une loi contre tous ceux qui ont dirigé parce qu'ils vont prendre cela comme une sorte de protection. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et il y a beaucoup de faits qui existent encore et qui sont poursuivables. Ça ne finira pas. Daouda Mohamed Camara, nous luttons. Donnez-lui l'autre micro, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Voilà, vas-y maintenant. Très bien. Non, ça que moi j'ai. Ça, c'est trop d'honneur, ça. Ta conférence de presse. Voilà, je disais que moi, j'ai plutôt mal au cœur pour ce pays. Parce que on se rend de plus en plus compte que le 5 septembre n'a été que de l'arnaque. Ça n'a été que de l'arnaque. Moi, je vais vous dire. Non, honnêtement. Non, en réalité. Encore. Non, c'est pas. Non. Moi, honnêtement, c'est pas de l'arnaque. C'est pour ça que je vais interpeller le président. Non, c'est que je suis en train de vous dire. Il faut que le président. On a envie d'y croire parce qu'on n'a pas le choix. Personne n'a envie que ça échoue. C'est pourquoi on y croit. Mais vous-même, vous voyez ce qui se passe. C'est pire que ce qui se passe au temps d'Alpha Condé. Écoutez, on le fait avec une arrogance extraordinaire. Il le fallait. Mais qu'est-ce que c'est en train de changer en écoutant tout ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Jacques et Mohamed Mara? Qu'est-ce que ça... Ce n'est qu'un exemple que les deux ont présenté. L'exemple d'une seule société. D'une seule société. L'exemple d'une seule société. Vous savez combien de parrains tournent aujourd'hui à Sékou Touréa? Tous les directeurs généraux adjoints, entre autres, les présidents de conseil d'administration, sont tous parrainés. Ils ont leur parrain à la présidence. Et Mamadi Doumbouya nous a demandé à son arrivée, mon colonel, il nous a demandé, les Guinéens, venez, on va aider notre pays. Et c'est là on a appelé les Guinéens intègres. Il y en a qui sont arrivés avec de l'intégrité, mais qui ont fini par être engloutis dans le système. Ce système, il n'est pas encore mort. Et il n'est pas prêt à mourir. Et ce qui me fait mal, ou d'ailleurs là où j'ai beaucoup plus d'inquiétude, c'est qu'il suffit juste que quelqu'un soit là pour que tout change. Il peut tout dire de bon dehors, mais une fois à l'intérieur, c'est un autre que vous voyez en face de vous. Donc aujourd'hui, moi je me dis, le président, est-ce qu'il dort? Je ne crois pas qu'il dort. Très bien. Il ne dort pas. Il sait ce qui se passe. Il faut aujourd'hui qu'il sévisse et qu'il accepte lui-même de renoncer à certains privilèges parce qu'il en a... J'ai quand même à la fin, les gars, j'ai quand même à la fin envie de dire, Monsieur le Président, pardon, ne donnez pas raison à ceux qui ont douté. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission.